Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Moi, je suis Marilyn Ricard, je suis une crypto partner depuis quasiment une décennie et aujourd'hui membre du board mondial sur les sujets blockchain, digital asset et Web3 chez Deloitte. Voilà. Donc effectivement, j'accompagne le développement de cette industrie depuis quasiment 10 ans, avec passion déjà, réellement, et également avec conviction en construisant jour après jour des ponts entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Voilà. Évidemment, je suis émue de présenter ce rapport aujourd'hui parce que je sais l'impact qu'il a sur les personnes qui font partie de cet écosystème, pour toutes celles qui ont envie de le rejoindre, et puis également pour les pouvoirs publics en France et en Europe. Et émue aussi parce que c'est énormément de boulot. 5 mois de travail avec toute mon équipe qui est là et que je salue, avec l'ADAN, avec nos 10 sponsors, on en a 10 cette année. Ils sont tous là aujourd'hui. Et puis avec tous les répondants et toutes les répondantes. On a eu plus de 7000 personnes. Voilà, plus de 7000 personnes pour faire 70 pages. Voilà. Donc ça, c'est le fruit de tout ça. Je vous souhaite une bonne séance et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous présenter la partie sur les corporates, la partie industrie. Merci beaucoup. Attends, je vais remettre ça là. Ouais. Alors, pour démarrer, les chiffres que vous attendez tous, un petit point quand même sur la méthodologie, parce que c'est important quand on parle de chiffres, de cadrer ce dont on parle et quelles ont été les différentes zones géographiques et populations sondées et interrogées. Donc on est parti sur un échantillon, alors toujours en partenariat avec Ipsos, pour avoir cette continuité d'analyse dans l'étude. L'étude s'est conduite du 10 au 20 janvier. Alors je le précise parce que ça peut avoir son importance dans l'analyse des résultats. La période du 10 au 20 janvier correspond à la fourchette très haute des marchés crypto. On était en pleine euphorie à ce moment-là. On était un Bitcoin qui était au-delà des 105 000 $. Et l'ensemble des cryptos qui suivaient le mouvement. Deux volets dans cette étude quantitative sur la partie adoption. Un volet en France où il y a plus de 45 questions qui ont été posées à un échantillon de 2000 individus de 18 ans et plus représentatifs de la population française au sens des instituts de sondage et donc parfaitement
légitime et crédible dans les résultats qui sont portés. Et puis un complément sur un benchmark européen plus centré en nombre de questions, 8 questions supplémentaires, donc là qui a porté sur 5000 individus, toujours de 18 ans et plus, avec le même principe d'échantillonnage et donc la même garantie de résultats. Quelques points de vocabulaire également sur les termes employés pour qu'on soit à peu près d'accord sur les questions que vous ne manquerez pas de nous poser en fin de présentation. On a identifié différents individus. Ce qu'on va appeler les investisseurs, ce sont les personnes qui détiennent ou ont déjà détenu des cryptoactifs. C'est-à-dire que c'est des investisseurs présents et passés qui sont regroupés sous cette appellation. Les détenteurs, c'est la sous-partie des investisseurs qui sont aujourd'hui au moment de l'étude, détenteurs d'actifs numériques, quel que soit le mode de détention. Détenteurs actifs, encore une sous-partie de celle du dessus, ce sont les détenteurs qui font des transactions régulières ou qui en tout cas très régulièrement continuent d'interagir et de faire de l'acquisition de différents actifs numériques. Les anciens détenteurs, c'est la partie des investisseurs qui n'ont plus d'actifs numériques de manière assez logique. Les intentionnistes, on verra que c'est une donnée assez importante cette année, ce sont ceux qui n'ont jamais interagi avec des actifs numériques, avec une blockchain, qui n'ont jamais fait l'acquisition, mais qui ont la ferme intention, en tout cas déclarative, de s'y intéresser et d'investir dans l'année qui vient. Et puis enfin, les intéressés, donc c'est la somme des investisseurs et des intentionnistes, donc ceux qui en ont déjà et ceux qui sont intéressés par le fait d'en avoir. Et on a regroupé sous le vocable de réfractaire, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas ça recoupe les personnes qui ne s'intéressent pas ni de près ni de loin au sujet des actifs numériques. Voilà. Encore une fois, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre en fin de présentation. Quelques chiffres en forme de bilan. Le point très important, c'est qu'on considère désormais, nous pouvons considérer d'un point de vue quantitatif que l'ensemble des Français, et on verra également des Européens sur les pays interrogés, ont déjà entendu parler des cryptoactifs. C'est-à-dire qu'on est à 92% en France. Alors on peut toujours s'améliorer, on peut aller à 93, à 94, 95, mais on considère, et Ipsos nous l'a confirmé, qu'à 92%, on considère que l'ensemble des personnes qui peuvent être touchées par le sujet sont informées de ce sujet-là. On verra que cette information, elle se fait, et le détail sera dans le rapport, de manière très vaste. De plus en plus, les médias traditionnels notamment sont relais de ce que sont les actifs numériques, de ce qu'est Bitcoin, Ethereum, un NFT, etc., etc. Donc on a un spectre de prise d'information qui est beaucoup plus large qu'il ne l'était. Point très important, on a une progression extrêmement significative sur les intentionnistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un Français sur 3 qui déclare être intéressé et souhaitant faire l'acquisition d'actifs numériques sur l'année à venir. C'est 10 points de plus que l'année dernière. L'année dernière, on était à 23%, on passe à 33%. C'est assez considérable à mettre aussi en perspective du moment auquel l'étude a été conduite. Et puis, un taux de détenteur, ou en tout cas, on va dire d'investisseurs qui est plutôt stable. Pour être tout à fait honnête et transparent, les détenteurs à l'instant T du sondage sont 10% de détenteurs. Et c'est vrai que l'année dernière, et sur les sondages qui avaient été faits par d'autres organismes de fin d'année, on était plutôt dans des métriques aux alentours de 12%. Donc on constate certes un recul, mais en tout cas dans des intentions à venir, une vraie volonté ferme de s'intéresser au sujet et de faire de l'acquisition d'actifs numériques. Et c'est pour ça que je me permettais de préciser que l'étude s'est faite à un instant où les marchés étaient extrêmement hauts. Il est raisonnable de penser que certains s'étaient peut-être désengagés du marché à l'instant où a été fait l'étude. La notoriété, comme l'année dernière, on l'a déclinée en 3 parties importantes sur chacun des pays, puisque dans les actifs numériques, on peut mettre beaucoup de choses et chacun des sujets n'a pas forcément la même portée ni les mêmes usages. Pas de surprise, les crypto-monnaies au sens token, au sens actif numérique, donc là Bitcoin, Ethereum, Solana, enfin on peut citer tous les tokens disponibles, c'est là où il y a le taux
de notoriété qui est le plus important dans l'ensemble des pays européens sondés, avec des progressions significatives, plus 10 points en France par rapport à l'année dernière, donc ça devient quelque chose d'assez important. Les NFT qui continuent de progresser et qui restent un marqueur de ce que l'industrie est en mesure de proposer. Et puis on remarque aussi, alors c'est plus vrai dans les pays européens qu'en France, mais une progression de la notoriété des stablecoins, qui seront aussi un enjeu dans les années qui viennent et qui permettent justement de se prémunir de la volatilité ou en tout cas des évolutions de marché à la baisse. Et on a de plus en plus de pays européens où on voit une progression de la notoriété des actifs numériques. Je vous ai donné le chiffre pour la France, donc 10% de détenteurs d'actifs numériques à l'instant T de l'étude en France, donc tout début 2025. Et on voit qu'on a des chiffres qui sont beaucoup plus importants dans les autres pays européens, notamment en Grande-Bretagne où là on est quasiment au double, c'est-à-dire 19% de détenteurs au Royaume-Uni, 17% en Belgique, 17% aux Pays-Bas, 13% en Allemagne et 15% en Italie. C'est compliqué de donner des explications. Encore une fois, c'est une étude quantitative, pas qualitative. Certains ne manqueront pas de mettre en avant peut-être la fiscalité, peut-être l'accessibilité aux actifs numériques, notamment au travers d'établissements bancaires plus traditionnels que les prestataires de services en actifs numériques en France. Mais en tout cas, on voit, si on met en perspective les 10% de détenteurs en France avec les niveaux européens, si on y ajoute les intentionnistes, encore une fois, un tiers des sondés souhaitent faire l'acquisition d'actifs numériques, on voit que ça reste un sujet qui intéresse beaucoup les Français et les Européens. Un point important pour bien comprendre un peu cet entonnoir et détailler certains points. Donc la notoriété, 92%, je vous ai donné le chiffre, en progression de 8 points par rapport à l'année dernière. Et donc dans ces 92%, on a 47% qui sont non réfractaires à l'acquisition de cryptoactifs. Ce sont les fameux investisseurs et intentionnistes, et là on est en progression de 10 points par rapport à l'année dernière, donc il y a vraiment un intérêt manifeste. Au sein de ces 47%, donc les 13% qui ont déjà acquis des actifs numériques et 34% qui n'en ont jamais acquis mais qui souhaitent en faire l'acquisition, c'est ce point-là qui est en nette progression par rapport à l'année dernière. Et puis ensuite, sur les 13%, 10% de détenteurs à l'instant T de l'étude et 3% d'anciens détenteurs. Et dans les 10%, 7% sont actifs et 3% sont non actifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des cryptos dans leur portefeuille ou dans leur wallet, qui les laissent a priori bien au chaud et qui attendent peut-être que les marchés continuent d'augmenter. Petite photographie intéressante sur la composition de l'épargne des détenteurs d'actifs numériques. Alors encore une fois, on est en France sur les 10%, au Royaume-Uni sur les 19%. Et on voit finalement, alors l'acteur de la gestion de patrimoine et de l'allocation que je suis aura un petit peu de prudence, mais on voit effectivement que les détenteurs d'actifs numériques ont une détention et une proportion d'actifs numériques assez importante dans leur patrimoine global. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 20% si on fait une moyenne, 26% en Grande-Bretagne, et donc en France, les détenteurs d'actifs numériques, les actifs numériques représentent 17% de leur patrimoine global, ce qui est assez conséquent. Alors évidemment, on a posé la même question sur l'ensemble des Français, on tombe à 3%, puisque beaucoup n'ont pas d'actifs numériques et sont simplement dans l'intention. Mais c'est effectivement des chiffres assez conséquents, encore une fois, pour les acteurs qui s'intéressent au sujet. Deux petits éléments, les actifs numériques et le secteur, ce ne sont pas seulement Bitcoin et les tokens, et on s'aperçoit que d'autres activités émergent, et la notion notamment de paiement et de développement du paiement au travers des cryptoactifs, ou la notoriété et l'utilisation de la finance décentralisée, la DeFi, il y a là aussi une nette progression, puisque 24% des Français interrogés se déclarent favorables ou tout à fait favorables à l'utilisation d'actifs numériques dans les paiements, et 36% s'intéressent ou sont intéressés par la finance décentralisée, et donc est une autre forme d'utilisation des actifs numériques.
Et ça nous paraît extrêmement intéressant, puisqu'on est là sur une population qui n'est pas seulement en détention d'un actif en vue de faire une plus-value plus ou moins conséquente, mais on est aussi dans une notion d'usage et de venir sur les actifs numériques pour faire travailler ces actifs et interagir de manière un peu différente sur les différentes blockchains qui proposent ce type de service en finance décentralisée. Dernière slide pour cette présentation. Donc on a mis en perspective la notion de conservation des actifs numériques, puisque c'est quelque chose qui est assez importante. Et donc 58% des Français interrogés déclarent détenir leurs actifs numériques via un tiers, donc soit un PSAN, soit un établissement agréé en France ou en Europe. 29% via un portefeuille personnel type Ledger ou des wallets online, et 13% font un mix des deux, et donc vont à la fois utiliser des plateformes de trading d'actifs numériques et avoir certains de leurs actifs sur des wallets. Et puis on a mis en perspective ces éléments-là avec une question, et 66% des acquéreurs et intentionnistes, donc l'ensemble de la population qui s'intéresse au sujet, se déclarent intéressés par une offre de placement bancaire. Alors on peut mettre beaucoup de choses derrière placement bancaire, on peut parler d'ETF, d'ETP ou d'ETN, mais c'est vrai qu'une partie des sondés serait intéressée par avoir un accès peut-être plus traditionnel à des sous-jacents qui seraient portés dans la finance décentralisée ou les actifs numériques. Voilà en synthèse les éléments que nous souhaitions vous partager sur cette étude. On aura une séance de questions-réponses à la fin. Vous retrouverez dans le rapport complet qui vous sera mis à disposition et qui sera téléchargeable à la fin de cette présentation. On a des détails notamment sur les profils socio-professionnels, l'âge des détenteurs, etc. Et on voit globalement que même si le chiffre des détenteurs est peut-être un petit peu en retrait par rapport à l'année précédente, il y a une vraie notoriété qui se développe et une intention d'acquisition qui est extrêmement forte sur toutes les classes d'âge et sur toutes les topologies de catégories socio-professionnelles. Voilà, je vous dis à tout à l'heure en fin de présentation pour les questions-réponses, et je vous laisse avec Marilyn qui va vous présenter la partie industrie de cette étude. Je vais ajuster la hauteur du micro. Alors, maintenant passons à la partie industrie que je vais vous présenter à l'instar de ce qu'a fait Laurent. On va d'abord parler des sous-jacents méthodologiques et des premiers chiffres clés à retenir. On y va doucement. Vous avez une synthèse, après on va dans le détail, et puis après vous pourrez lire les 70 pages. Voilà. Alors, c'est à moi de faire avancer. Alors, ce volet consacré à l'industrie, il repose sur 4 sources d'informations. Vous les avez sur le slide. Tout d'abord, une enquête de 25 questions en ligne, des entretiens individuels, 24, et puis 2 nouveautés cette année, des sources externes d'informations et 2 Vie ma vie d'équipes opérationnelles, qui nous ont fait le plaisir également d'être parmi nous aujourd'hui. Alors tout d'abord l'enquête. On a obtenu les réponses de 82 entreprises. C'est vraiment un record pour l'étude, et ça témoigne que ce sujet grandit chaque jour et qu'il s'institutionnalise. Voilà. D'où le titre de notre étude, une adoption durable et institutionnelle. C'est 82 entreprises qui ont une ou plusieurs activités liées au Web3, en France et en Europe. On a aussi des répondants européens. Et voilà, ça nous permet d'avoir un aperçu de la diversité des acteurs de ce secteur. Un peu plus d'informations sur l'enquête, 25 questions qu'on a structurées en grandes familles, caractéristiques de l'entreprise, la taille, son chiffre d'affaires, année de création, un volet dédié aux ressources humaines sur les effectifs, aux ressources ensuite financières, notamment les levées de fonds. On a fait un gros focus là-dessus cette année. La réglementation, bien sûr. Et puis le sujet de la résilience et des modalités d'adaptation de ce secteur, qui, à l'image de la blockchain, est protéiforme et s'adapte. En complément de ce questionnaire en ligne, donc on a interviewé individuellement 24 entreprises, nos 10 sponsors bien sûr, et puis 14 autres entreprises qu'on a sélectionnées soigneusement, conjointement avec la DAN.
Les échanges ont été très riches et très riches d'enseignements, et c'est aussi tout ça qui permet d'alimenter le rapport. Je disais qu'on avait également utilisé des sources externes pour compléter nos propos. Donc cette année, Crunchbase, Dealroom et la French Tech. Voilà, notamment sur la partie levée de fonds. Et puis, l'autre nouveauté, ce sont ces portraits d'équipes opérationnelles pour les mettre en valeur déjà, ces équipes. Et puis pour mettre en avant les enjeux et les défis qu'elles relèvent au quotidien et leur voyage dans ce monde de l'innovation. Je parle réellement d'un voyage, et donc évidemment Banque de Lubac et Caisse des dépôts. Je parle réellement d'un voyage parce que déjà beaucoup nous ont pu nous raconter beaucoup de péripéties. Il y avait une énergie incroyable pendant ces rendez-vous, ça donnait vraiment envie de travailler dans ces équipes. Voilà. Et puis vous avez tous et toutes évoqué une transformation profonde liée à la blockchain et aux cryptoactifs, à la fois dans votre entreprise et dans votre vie personnelle. Donc pour les uns, c'était la blockchain, les cryptoactifs ont percolé absolument partout et ont permis d'accélérer l'ensemble de nos process. Pourquoi ? Et de nos process, y compris quand il ne s'agit pas de produits liés aux crypto-monnaies. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la blockchain, ça met tout le monde autour de la table et ça fait parler des directions qui jusque-là ne se parlaient pas forcément. Donc ça crée de la transversalité, moins de silos, et donc tout va plus vite. Donc la blockchain accélère les processus qui sont basés dessus, mais également le reste de l'entreprise. Puis d'un point de vue plus personnel, une transformation également, avec ce qu'on nous a révélé, et je partage ce point de vue, c'est que travailler sur ces sujets-là, ça permet de se poser des questions qu'on ne se serait jamais posées avant. Voilà, on a une approche moins nombriliste du monde, ça permet de se poser des questions d'ordre sociétal ou philosophique. Alors, je disais 4 sources d'information, c'est quand même solide, et voilà en synthèse ce qu'il en ressort. C'est que malgré un contexte économique incertain, c'était pas simple, hein, l'année 2024, l'industrie Web3 a fait preuve de beaucoup de résilience. Et après un ralentissement en 2023, les entreprises françaises du secteur sont reparties à la conquête. Voilà. À la conquête parce que quasiment 2/3 d'entre elles opèrent à l'international et que les 3/4 prévoient d'embaucher en 2025. Donc c'est un état des lieux qui est optimiste comparé à l'année précédente et donc très prometteur. À noter également que si le secteur financier reste majoritaire, les cas d'usage se diversifient et s'intensifient. Voilà, la blockchain, c'est vraiment un sujet fractal. On a beaucoup échangé sur les sujets de finance décentralisée, tokenisation, identité numérique, traçabilité et bien sûr paiement, Laurent l'a souligné tout à l'heure. Dernier sujet à mettre en avant, qui est un sujet clé pour les startups françaises, c'est l'investissement, bien sûr. Voilà. Avec donc ce chiffre d'un peu plus de 2 milliards d'euros, le montant levé par l'industrie Web3 européenne en 2024. Et ce chiffre est stable par rapport aux autres années, mais on va voir un petit peu plus dans le détail ensuite que malheureusement, les États-Unis continuent d'augmenter leur part de marché sur ces sujets-là. Alors, maintenant, rentrons un peu plus dans le détail de l'étude. Si on regarde de plus près les répondants, donc vous avez 40% d'entre eux qui sont des entreprises traditionnelles qui ont mis un pied dans le Web3. 60% des répondants qui sont des entreprises pure player Web3. Donc c'est beaucoup, c'est plus que les autres années et ça montre que, en fait, il y a vraiment un mouvement de fond sur ces sujets-là. Les startups ont ouvert la voie réellement et de plus en plus, les acteurs traditionnels lancent des produits et des services. On a eu un tsunami de news incroyable depuis le mois de décembre avec la création d'Exarch. Avec les nouveaux services côté Bourso-Banque. J'ai cru comprendre qu'il allait se passer des choses chez Odo. Voilà. Et puis bien sûr l'annonce de BPI qui crée un fonds Web3 de 25 millions d'euros. Voilà. Et même les villes s'y mettent. Et là je citerai la ville de Cannes qui est un de nos clients. Alors, si on regarde de plus près ce qu'ils font, pour les entreprises traditionnelles qui s'intéressent à l'écosystème, le secteur de la finance est fortement majoritaire. Dans 73% des cas, les premiers à se lancer, c'est le secteur financier, bon, sans surprise. Côté start-up, le côté financier est également en première place avec 47%
qui travaillent dans ce secteur, des startups interrogées qui travaillent dans ce secteur. On retrouve ensuite l'infrastructure et les outils avec 24%, et ensuite un trio à l'identique, des sujets de tokenisation, sécurité et conservation des actifs et DeFi. Il y a un peu plus de détails dans les 70 pages sur la répartition des entreprises, bien sûr. À présent, un focus sur l'emploi et les profils recherchés, ça nous semblait important de le faire. Et les résultats de l'étude, on les trouve très, très intéressants à plusieurs titres. Déjà, d'une part, l'emploi retrouve une croissance depuis cette année, puisque 2/3 des entreprises dédiées au Web3 prévoient d'embaucher. Donc c'est un message très optimiste pour la suite. Deuxième sujet, c'est la ventilation, en fait. Quels sont les profils recherchés? Donc, ils sont très divers. Bien sûr, le besoin d'IT et de développeurs est toujours omniprésent. Derrière, la blockchain, c'est de la tech. Donc, il faut quand même maîtriser un peu ces sujets-là. Mais le marché devenant de plus en plus mature, on retrouve des secteurs plus variés et qui commencent réellement à ressembler aux autres industries. Voilà. Donc on a des recrutements dans 40% des cas sur des sujets de conformité. Développement commercial, bien sûr. L'objectif, c'est de faire du business. Donc 37%, des business développeurs aussi, 38%. Le marketing et la communication, c'est important. C'est important aussi pour bien vendre ses produits en France et à l'international. Et de la gestion de projet, puisque tout devient de plus en plus complexe. Il est important de savoir phaser l'ensemble de son déploiement et de gérer de plus en plus de clients en parallèle. Donc ce type de poste est extrêmement important aussi. Les domaines de la recherche et du développement, ça me tient beaucoup à cœur, avec quasiment 20% des intentions de recrutement qui sont sur ce secteur-là. La blockchain est une technologie qui évolue très vite, tous les jours. Donc c'est important d'investir dans toutes les entreprises sur des sujets de R&D. Et puis également les domaines du juridique, presque 10%, affaires publiques et ressources humaines enregistrent une progression, même s'il reste un peu plus minoritaire. Alors, le sujet des levées de fonds, un sujet également extrêmement important. Donc, on va y consacrer 3 slides cet après-midi. Il est extrêmement important parce que le message qu'on aimerait porter, c'est qu'il est crucial que l'Europe intensifie ses efforts sur ces sujets-là pour stimuler l'investissement, donc en France, en Europe, et de façon à préserver notre souveraineté face à la concurrence internationale. Donc, que nous disent les chiffres ? Donc à la question « Avez-vous déjà levé des fonds dans le passé ?» Eh bien, nous avons 2/3 des répondants qui disent que oui. Donc c'est bien un sujet qui concerne la majorité des entreprises. Voilà. Le schéma de droite, quant à lui, présente la typologie des levées de fonds du secteur. Ce qu'on constate, c'est que les levées de fonds se font en priorité sur des phases très early de la pré-seed pour nos startups françaises. Ce n'est pas forcément le cas. Ailleurs dans le monde, vous aurez plus d'informations dans le rapport. Donc en France, on sait investir en pré-seed, on sait un peu moins investir plus tard, mais on a des spécialistes du sujet qui feront des tables rondes tout à l'heure, qui détailleront tout ça. Donc en fait, pour moi, c'est un sujet de souveraineté, certes, mais c'est aussi un sujet d'endurance. Et c'est certainement ça qu'il faut travailler également. L'endurance pour continuer d'accompagner les startups au cours de leur évolution. C'est comme un enfant, on ne s'en occupe pas que quand il est bébé. Toutes les phases derrière sont extrêmement importantes. La répartition des financements maintenant, donc je disais, on est toujours autour de 2 milliards, une stabilisation du volume de financement. En revanche, l'Europe perd des parts de marché par rapport aux États-Unis. L'an passé, la répartition des levées de fonds par zone géographique, on était à 27% en Europe, on est passé à 21%. Et les points d'écart sont passés côté US. Donc les US sont passés de 40 à 47%. C'est beaucoup.
Voilà. Et le constat est le même quand on fait la distinction en fonction des différents types de levées de fonds. L'Europe représente 11%, seulement 11% pour les levées, pour les gros chiffres en fait, pour plus de 100 millions de dollars. Voilà. Donc ça, c'est des sujets qui nous concernent à la DAN et chez Deloitte et qui sont selon nous des facteurs déterminants pour la réussite du Web3 en Europe. Dernier slide sur ces sujets, la provenance et la nature des financements. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que pour les startups Web3 européennes, les investissements locaux, donc quand je dis locaux, c'est soit domestique, une startup espagnole sera fondée par quelqu'un en Espagne, auquel on additionne les autres pays européens, donc cette même start-up espagnole participe à la levée de fonds, par exemple, un acteur français, tout ça, ça représente 32%. Et donc, ça peine à rivaliser avec les USA, puisque même en ajoutant le domestique et les autres pays européens, on n'arrive pas au niveau des US qui sont à 36%. Voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas majoritaire sur notre propre terrain, même quand on regarde à l'échelle de l'Europe, et pas juste à l'échelle d'un pays. Sur la nature des financements, clairement, c'est dominé par le financement privé et les VC. À noter tout de même la présence de BPI, avec 28, qui est présent dans 28% des levées en phase early. Voilà. Et enfin, le slide que vous attendez tous sur la régulation. Il le fallait. Donc le cadre réglementaire avec l'entrée en vigueur du règlement MiCA fin 2024 a apporté de la clarté. Je pense que c'est indéniable pour tout le monde. Toutefois, on constate un écart qui se creuse entre les entreprises dédiées au Web3 et les entreprises traditionnelles, puisque seulement 20% des startups considèrent que la régulation a un impact positif sur leur business, là où plus de la moitié des entreprises traditionnelles considèrent que ça a un impact positif. Alors, c'est un sujet en fait, c'est un sujet à la fois humain et financier. Quand on a interrogé ces entreprises, ce que nous révèlent les startups, c'est que se mettre en conformité, c'est extrêmement coûteux. D'autant plus pour celles qui peinent à lever des fonds. Voilà. Et qu'également, les délais de conformité sont conséquents. Il y a un peu un embouteillage côté ACPR, AMF. Et du coup, on parle d'horizon de survie et il est grignoté par ces délais de conformité. Voilà. Donc voilà pourquoi les startups ont du mal à voir les avantages sur le court terme. Ces éléments, évidemment, sont moins marqués chez les acteurs traditionnels parce qu'elles possèdent des équipes plus seniors et surentraînées à faire de la régulation, à lire des textes, à les mettre en œuvre, etc. Il y a des personnes dont c'est le métier et l'expertise. Voilà. C'est un sujet qui tient... ce sujet de proportionnalité est un sujet qui tient à cœur à la DAN. Enfin, Laurent en parlerait plus que moi. En tout cas, on a pu contribuer ensemble à un groupe de travail du Forum FinTech ACPR AMF sur le sujet de l'audit des smart contracts. Et clairement, ce sujet de proportionnalité a été très largement abordé de façon à ce que nos startups puissent continuer à faire du business. Après tout, elles ont déjà, pour beaucoup, un agrément PSAN, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et pour favoriser l'émergence d'une industrie Web3 compétitive. Voilà pour la partie industrie. Je vous remercie. Le deuxième temps de cet après-midi, ce sont les tables rondes qui vont être animées par Louise Frion, qui nous fait le plaisir d'être là. Elle va animer les deux tables rondes. Louise est Head of Digital Programme à l'Institut Montaigne. Voilà. Et je vais inviter du coup les sponsors de la table ronde Adoption à monter sur scène avec Louise. Pendant ce temps-là, mon équipe va vous distribuer un petit cadeau qui est la version synthétique de l'étude. Voilà, je vous disais qu'on y allait pas à pas. Et puis après, vous pourrez voilà, vous avez à la fin un petit QR code et vous pourrez télécharger ceci. Voilà, je vous remercie.